Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce temps dédié aux aides aux entreprises. Donc, le webinaire est intitulé Faisons de l'eau un atout pour les entreprises. Il y a déjà 150 participants en ligne. Les gens sont en train de se connecter. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'une semaine de webinaires dédiée à la présentation de notre 12e programme d'intervention. C'est le 4e rendez-vous et je crois qu'il y en a 11 au total sur la semaine. Avec Julie Gaël, ma collègue, nous allons donc vous présenter les modalités que l'on a prévues en faveur des acteurs économiques non agricoles pour ce 12e programme, donc pour les 6 années à venir. Il se terminera vers 15h30, mais tout de suite pour commencer, on vous propose de donner la parole aux entreprises que l'on a aidées au cours du 11e programme et qui vous expliqueront mieux que nous ce à quoi vous pouvez avoir droit grâce aux aides de l'Agence de l'eau. Retenez que tout ce qui est présenté peut être aidé dans le cadre du 11e programme. Une seule chose a changé, c'est notre DG, vous verrez. Mais je pense que Loïc Aublet ne contredirait pas Martin Guton. On consomme beaucoup d'eau comme tous les industriels de l'agroalimentaire. On ne peut plus la gaspiller, on doit s'en occuper. Si on n'a pas d'eau, on arrête l'usine. On fait attention à ce qu'on rejette. Industrie et environnement se doivent d'être compatibles. Agroalimentaire, mécanique, nucléaire, de la source de la Loire à l'océan, la diversité des entreprises, leurs disparités géographiques sont très marquées. TPE et PME familiales, industrie, elles ont tout de même deux points communs. L'eau, au cœur des process, et les rejets en milieu naturel de plus en plus réglementés. Alors, face au dérèglement climatique, les experts de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sont plus que jamais engagés pour les accompagner. Nous utilisons beaucoup d'eau, bien évidemment, pour laver nos installations. On doit être irréprochable si on veut avoir une bonne qualité de produit quand on lance la fabrication. C'est entre 900 et 1200 mètres cubes d'eau qui sont utilisés dans le process chaque jour. Forcément chargés de métaux, d'huile de coupe. C'est absolument impensable de rejeter cette eau de process dans la nature. Il est nécessaire de diminuer la consommation d'eau compte tenu de la rareté de la ressource, mais aussi par rapport à l'acceptabilité du milieu naturel. On est en zone de répartition des eaux. On a un déficit d'eau potable par rapport à l'ensemble des besoins depuis près de 15 ans. Ces derniers étés, on a été impacté par des arrêtés préfectoraux de restriction de consommation. L'industriel doit réfléchir autrement, penser autrement, regarder comment on peut économiser l'eau. Quand on a compris ce qu'est l'environnement, soit on le prend comme une contrainte, ou soit on le prend comme un levier d'amélioration. L'Agence de l'eau elle a un double objectif, réduire la pollution qui va se retrouver dans le milieu, c'est essentiel, c'est la reconquête de la qualité de l'eau. Et puis une sobriété plus forte, parce que l'année 2022 nous a montré qu'avec le changement climatique, les années à venir allaient être de plus en plus difficiles. Et donc il faut économiser l'eau, et la sobriété, c'est le mot phare aujourd'hui, dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine de l'eau. Alors ici, c'est une véritable installation innovante. On va récupérer les effluents industriels qui viennent de l'usine et on va récupérer de l'eau filtrée de haute qualité pour le lavage. On espère 60 à 70% d'économie d'eau. L'Agence de l'eau nous a soutenus dès le début dans la démarche. Un accompagnement pour le conseil, les études, les démarches réglementaires, les possibilités financières. Cet accompagnement financier, il a permis d'aller beaucoup plus vite et de faire vraiment les choses dans les règles de l'art. L'Agence de l'eau nous a encouragés à y aller, nous a facilité toutes les démarches. Bien évidemment, il faut des devis, il faut des factures. Alors ici, on se trouve dans la station de recyclage des eaux. Grâce à cet équipement, nous allons supprimer notre prélèvement au milieu naturel, 80 000 m3 par an. Montant total de projet 4 millions d'euros, sur lequel l'agence a apporté 35% de financement. L'accompagnement de l'agence, à la fois sur la stratégie, sur la finance, a permis de déclencher et d'anticiper des travaux. On a gagné du temps. Ce bassin il a été construit pour récupérer les eaux pluviales chargées avec les poussières de la cour, des toitures. Elles sont renvoyées dans notre étang et repompées pour être réutilisées en eau de refroidissement sur nos équipements.
Être subventionné à hauteur de 30% pour un chantier et de 50% pour une étude, c'est drôlement facilitateur. On peut retrouver au sein de cette entreprise les différents niveaux où l'agence de l'eau peut accompagner des industriels. Aussi bien la réduction des pollutions émises par l'industriel que les économies d'eau, la restauration de la continuité écologique. Le problème auquel était confronté l'industriel était majeur, il fallait trouver une solution rapide. Donc en l'espace de 3-4 mois, nous avons effectivement fait le diagnostic, ce qui a permis de suivre les conclusions et d'arriver à la solution. L'application de l'agence de l'eau a rendu les choses plus faciles avec un discours très intéressant parce que très simple, très ouvert, concret, proactif. La mise en œuvre du brunissage a permis à Obut de réduire de près de 70% en masse son utilisation de produits chimiques. Aujourd'hui, on consomme 20 fois moins d'eau que ce qu'on avait auparavant. Donc on a beaucoup moins prélevé dans la nappe, ce qui est très très intéressant. En 2015, on consommait 13 litres d'eau pour faire 1 kg de produit fini. À la fin de la mise en place de tous les différents chantiers, on est à 10 litres pour produire 1 kg de produit fini. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu une succession de projets, pas forcément des projets de grande ampleur, mais vraiment une politique régulière d'économie d'eau qui a porté ses fruits. Garder nos contraintes environnementales et même s'améliorer si on peut le faire, tout en gardant ces perspectives de production, c'est vraiment un très très gros enjeu et un très très gros challenge. On est vraiment là, présent pour les accompagner, mettre en œuvre les plans d'action pour atteindre je dirais, les objectifs de réduction de consommation que l'on se fixe tous. Le point fort de l'agence, c'est cette proximité qui permet d'être à l'écoute, d'être réactif et d'intervenir rapidement et tout au long d'un projet. On a un interlocuteur qui est un technicien passionné de son sujet. On peut échanger, réfléchir, construire et ça permet d'avancer. La plateforme qui permet de déposer les pièces administratives est quelque chose d'assez intuitif, plutôt aisé à mettre en place. Sans l'accompagnement de l'agence de l'eau, le projet aurait vraiment été différent. Je peux vraiment qualifier l'opération de succès aujourd'hui. J'encourage vraiment les industriels à passer ce cap qui nous permet de continuer à bien travailler avec leur respect de l'écologie et notamment du milieu naturel où se trouve l'eau. Industrie et environnement se doivent d'être compatibles. On est au croisement finalement de ces deux chemins. On le voit, l'eau est de plus en plus une denrée rare, commune à tout le monde, donc on doit tous prendre soin de notre environnement au sens large. J'invite les entreprises à se tourner vers les délégations territoriales de l'agence. Elles y trouveront des interlocuteurs compétents, expérimentés, qui sauront les conseiller. Donc, voici pour les exemples. On y reviendra tout à l'heure. Un petit mot pour faire le lien entre 11e et 12e. Le 12e programme entre en vigueur alors que nous n'avons jamais autant attribué d'aide aux entreprises que l'année dernière. 27 millions d'euros environ ont été attribués aux entreprises, soit pour réduire leur pollution, soit pour économiser l'eau. Ceci s'explique par un facteur principalement, la montée en puissance du volet quantitatif qui, entre le début du 11e et la fin, donc entre 2019 et 2024, a été multiplié par 20 en termes d'aide apportée par l'agence de l'eau, ce qui est considérable. Le volet pollution reste malgré tout prégnant, et notamment parce que les débits des cours d'eau en été se réduisent. Alors peut-être pas l'année dernière, mais les années précédentes, ça a été le cas, avec une moindre faculté des cours d'eau à accepter les rejets de pollution. Mais là, on y reviendra également. On passe maintenant au programme du webinaire que l'on vous propose cet après-midi. On commencera par vous redonner des éléments de cadrage du 12e programme d'intervention, puis des éléments de contexte propres au bassin Loire-Bretagne. Et puis, on arrivera dans les grands principes de la politique d'aide en faveur des entreprises, des règles un peu qu'on se doit de respecter pour attribuer les aides. Et petit à petit, on va monter en précision en vous parlant des modalités d'aide en termes de réduction des rejets, d'infiltration des eaux pluviales, puis d'économie d'eau. Enfin, on terminera en vous donnant des informations complémentaires. Et avant de rentrer dans le détail du webinaire et de dérouler justement cette séquence, on va vous diffuser un sondage afin de voir qui vous êtes, parce que vous êtes là 223 participants, et puis voir aussi de quelle région vous venez sur le bassin. Donc, je profite du temps de réponse à vos questions pour vous dire qu'on prendra un temps pour répondre aux questions que vous vous poserez pendant le webinaire.
Questions que vous posez d'ailleurs via le module questions-réponses qui est en bas de l'écran. Donc, on est entouré de collègues pour vous répondre en direct, mais on prendra aussi des temps pour répondre à l'oral, donc aux questions que vous posez. Et j'ajoute qu'au-delà de ces temps d'échange dans un sens, il y aura aussi un petit quiz avec des questions qui seront posées régulièrement au fur et à mesure du webinaire, mais vous verrez bien, on vous le dira quand ce sera le moment. Donc, on va partager les résultats du sondage. Donc, oui, on est majoritairement, donc là, à 45%, vous êtes des acteurs économiques, hein, donc soit des entreprises, soit des plus gros industriels ou même des artisans. On a quelques bureaux d'études et aussi quelques collectivités. Voilà, de toute façon, vous voyez les résultats avec une représentation au niveau des régions, et notamment Auvergne-Rhône-Alpes, assez importante. Et toutes les régions du bassin sont bien représentées aujourd'hui. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc avec les éléments de cadrage du 12e programme d'intervention. Donc pour vous dire que le 12e programme est organisé en 7 enjeux principaux. On va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à 2 de ces enjeux qui sont la qualité des eaux en luttant contre les pollutions de toutes origines et une gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau. Indirectement, toutes les actions dont on va parler aujourd'hui participent également, ou même directement d'ailleurs, également à l'enjeu le bon état des eaux et des milieux marins et littoraux. Donc ces enjeux, on va dire, sont détaillés par objectifs opérationnels, répondent à des grands objectifs qui sont bien déclinés dans notre programme d'intervention et on les présentera en détail tout à l'heure. Et se traduisent à travers des indicateurs. On va dire que pour la première fois, le programme de l'agence s'est doté de véritables indicateurs qu'on va suivre tout au long du programme et sur lesquels on rendra compte auprès de nos administrateurs pour leur montrer un peu l'avancement des actions de l'agence. Et enfin, on arrivera petit à petit dans la boîte à outils, on a appelé ça, ce sont rien d'autre que les fiches actions qui sont dans le document qui est maintenant en ligne, où sont détaillées toutes les modalités d'aide à partir desquelles vous allez pouvoir être aidé dans vos projets. Donc, le 12e programme, c'est 2,170 milliards d'euros d'intervention, avec des enveloppes dédiées aux acteurs économiques et notamment donc une première enveloppe alors en bas de 69 millions d'euros pour lutter contre les pollutions d'origine industrielle. Et les acteurs économiques vont également être aidés à travers les 271 millions d'euros qui sont indiqués en haut, qui correspondent à toutes les actions d'économie d'eau et de partage de l'eau. C'est une enveloppe qui est partagée avec les autres acteurs sur cette thématique que sont les collectivités et les agriculteurs. Sont indiquées juste à côté les fiches actions dans lesquelles sont détaillées les modalités d'aide. Je vous ai remis le nom des fiches actions concernées. Un point également, ces 2,170 milliards d'euros, ils viennent essentiellement ou même exclusivement de nos redevances. Les agences de l'eau, comme vous le savez sans doute, sont autonomes financièrement. Et ce, depuis qu'elles ont été créées, on répond au principe pollueur-payeur ou préleveur-payeur qui les a fondées en 1964. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'une récente étude du CERF français de l'eau a estimé à 23 milliards d'euros les dépenses faites en faveur de la ressource en eau en France chaque année, et 10% de ces dépenses sont assurées par les agences de l'eau. Donc, les redevances sont un levier à la fois important, incitatif pour agir. Et donc, comme vous le savez sans doute, les redevances sont concernées actuellement par une réforme qui a été adoptée par la loi de finances 2024, qui est mise en œuvre à compter de 2025, et donc qui a pour objectif notamment de pousser les collectivités à améliorer encore l'état de leur réseau d'eau potable et d'assainissement, mais également, on va dire, rééquilibrer le curseur entre quantitatif et qualitatif, et notamment en faisant, on va dire, payer chaque mètre cube d'eau prélevé. Donc, j'en parle parce qu'on a eu plusieurs webinaires sur le sujet récemment,
Et cette réforme concerne particulièrement les industriels et notamment ceux qui dépendent de l'eau potable avec voilà, des effets notables. Donc, je vous invite à revisionner le webinaire qui a eu lieu le 17 janvier sur le sujet, si vous n'aviez pas pu y assister. Et sinon, il y a, dans le cadre de la semaine des web rencontres, là, comme vous l'expliquait Amélie, demain matin, vous avez une session à 10 heures, justement, sur la réforme des redevances. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir vous connecter. Toujours dans les éléments de cadrage du 12e programme. Donc, le 12e programme, comme le 11e d'ailleurs, donc, est organisé en trois, comment dire, les modalités sont organisées en trois taux d'aide différents qui ont été définis en fonction, on va dire, de l'efficience, on va dire, des actions concernées. Alors, on a le trois taux donc, qui sont 70%, 50% et 25%, à savoir quand même que lorsqu'on parle d'aide aux acteurs économiques, il y a toujours l'encadrement des aides d'État qui s'appliquent et les taux donc, indiqués dans le programme ne sont pas toujours applicables au maximum en raison de cet encadrement, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, le taux maximal est proposé aux actions qui sont jugées les plus efficientes pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, notamment les objectifs d'usage. Et puis, viennent les autres actions prioritaires qui sont aidées à 50% et toutes les actions qui accompagnent ces actions et qui peuvent concourir, mais qui sont moins prioritaires, vont être aidées à 25%. À noter également que ces taux peuvent être majorés dans différentes situations et notamment par solidarité urbain-rural. Alors, cette solidarité se traduit sur les aides aux collectivités, mais également pour la première fois, on va l'appliquer en faveur des acteurs économiques puisque le règlement européen, grâce au zonage d'aide à finalité régionale, on y reviendra, nous permet d'attribuer 5 points d'aide supplémentaires sur les aides aux travaux de réduction des pollutions et d'économie d'eau, donc grâce pour les entreprises qui sont situées dans ce zonage. Voilà. Et on a aussi des majorations de taux envisageables sur des industriels qui seraient prioritaires et qui auraient signé un accord, mais on y reviendra également avec l'Agence de l'eau. Donc, oui, les accords, on en parlera. Alors, Amélie vous a présenté les éléments de cadrage, les grands principes du 12e programme. Avant de rentrer un peu plus dans le détail des modalités d'aide, on trouvait important de vous faire part aussi, de vous partager les éléments de contexte du bassin Loire-Bretagne. Donc, on va vous diffuser différentes cartes, en fait, qui sont, alors c'est des cartes qui sont en projet puisqu'elles sont issues de l'état des lieux 2025, qui est en cours de réalisation et en cours de concertation technique. Donc, on aura les résultats, on va dire, définitifs fin de cette année. Mais ça nous montre, ça nous donne déjà une cartographie, on va dire, de l'état des lieux, en effet, de notre bassin. Donc, on a d'une part l'état écologique, qui est plutôt lié, on va dire, à la biologie, l'impact des rejets ponctuels, des pollutions plutôt classiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même à 83% de nos masses d'eau, cours d'eau qui sont déclassées sur l'état écologique. Donc, ça montre quand même qu'on a un bassin qui est bien impacté et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est aussi en ça qu'on établit nos politiques d'intervention. Et on a aussi l'état chimique. Donc là, ça peut être plus en lien avec, si on fait le parallèle par rapport aux entreprises, aux rejets en micropolluants, donc qui impactent la chimie des cours d'eau, avec 32% de nos masses d'eau qui sont déclassées. Alors, on a l'État, d'une part, on a les pressions qui sont exercées sur les milieux liées au prélèvement, liées au rejet de pollution. Et une fois qu'on couple ces deux choses, État-pression, en fait, on regarde aussi dans le cadre des travaux de l'état des lieux, mais quel est le risque qu'on n'atteigne pas les objectifs qui sont fixés par la directive 4 sur l'eau de bonne atteinte de nos masses d'eau d'ici 2027. Donc, la première carte, c'est le risque qui est lié aux rejets ponctuels en macropolluants, donc des rejets des collectivités et des industriels. Donc, 20% de nos masses d'eau, cours d'eau sont en risque de ne pas atteindre les objectifs de bon état. Et en parallèle, on a aussi une seconde carte sur le risque lié aux rejets ponctuels, liés aux micropolluants, donc toujours pour les rejets des collectivités et des entreprises,
avec un peu plus de 26% des masses d'eau cours d'eau qui sont en risque de ne pas atteindre ces objectifs. Donc là, on voit que par contre, on a une certaine homogénéité quand on regarde les pressions significatives, les zones marron sur le bassin. Donc ça, c'était pour la partie pollution, mais on a aussi l'impact de nos prélèvements. Donc là, avec Amélie, on a voulu vous montrer la répartition des prélèvements sur le bassin. Alors, ce n'est pas que les prélèvements liés à l'industrie. On a aussi en bleu les prélèvements pour l'eau potable et en vert les prélèvements pour l'irrigation. C'est juste pour montrer qu'on a quand même beaucoup de points de prélèvement sur notre bassin. Donc ça, ce sont des données qui sont issues des données redevances. Donc c'est pour les points de prélèvement de plus de 7000 m3 par an. On vous a mis en parallèle, parce que donc là, on visualise juste où est-ce qu'il y a des points de prélèvement, mais ça ne nous dit pas du coup la part de chacun en termes de quantité d'eau prélevée. Donc le camembert qui est là vous illustre un petit peu cette part-là, mais je reviendrai un peu plus en détail pour la partie industrie, puisque là, on voit que majoritairement, en effet, c'est l'industrie énergétique, donc les centrales qui prélèvent énormément, puisqu'on en a quand même beaucoup sur notre bassin. Dire du coup que ces prélèvements industriels, la queue industrielle, ça représente 1,5 milliard de mètres cubes par an, dont 1,4 pour l'industrie énergétique, donc c'est quand même en effet une grosse part, mais qu'en tant qu'industriel, il n'y a pas que des prélèvements dans le milieu naturel, vous consommez aussi de l'eau potable, et ça représente 81 millions de mètres cubes par an, selon les données redevances. Alors, un autre graphique pour vous montrer justement qui illustre un petit peu ce que je vous disais précédemment par rapport au prélèvement et à la quantité d'eau prélevée par l'industrie énergétique. Donc là, on voit bien que toute la partie grise est très importante et écrase un petit peu les autres secteurs d'activité. Mais par contre, si on enlève la partie énergie, sans grande surprise, puisqu'on a un bassin où on a beaucoup d'entreprises d'industrie agroalimentaire, on a l'industrie agroalimentaire qui ressort en premier, suivi du secteur du papier et de la cartonnerie. Donc, comme tout à l'heure, toujours une carte issue de l'état des lieux 2025, mais donc là, plutôt liée au prélèvement. Donc, la carte des risques qui est liée à ces prélèvements-là. Donc, pour tout type d'usager, ce n'est pas que les prélèvements des industriels. L'exercice n'a pas été fait par type d'usager. Là, c'est vraiment tous les prélèvements qui sont sur le bassin. On a quand même 21% de nos masses d'eau cours d'eau qui risquent de ne pas atteindre les objectifs de bon état d'ici 2027 liés au prélèvement. Sauf que qu'en fait, quand on regarde aussi, qu'on fait le travail pour voir où est-ce qu'il faut qu'on agisse en termes d'hydrologie, alors il y a d'une part les prélèvements, mais l'impact aussi sur nos cours d'eau n'est pas lié que aux prélèvements. On a aussi les impacts qu'il peut y avoir sur les plans d'eau, et sur notre bassin, on a beaucoup de plans d'eau. On a l'abreuvement des animaux, plus d'autres pressions en fait qui viennent s'ajouter au prélèvement et qui du coup noircissent un petit peu le tableau et augmentent forcément le pourcentage de masse d'eau qui en risque de ne pas atteindre le bon état. Et on est à presque 48% quand même au niveau des prélèvements, ce qui aussi montre, fait que on dit que c'est une priorité dans le 12e programme d'investir, d'aider au niveau sur l'enjeu quantitatif. Et en parallèle de ça, de ce contexte, on va dire, bassin, de cette cartographie, on a aussi, comme vous pouvez le savoir, le plan eau qui a été annoncé en mars 2023 avec 53 mesures dedans, dont 3 qui concernent plus particulièrement, qui peuvent concerner les entreprises, avec l'organisation de la sobriété pour tous les usages, avec une trajectoire de moins 10% des prélèvements, où pour certains d'entre vous, les services de l'État vous ont demandé de mettre en place des plans de sobriété hydrique. On a aussi dans le plan eau 50 sites industriels qui ont été identifiés comme ayant le plus fort potentiel de réduction des prélèvements. Sachez que sur le bassin Loire-Bretagne, on en a 12 sur ces 50 qui sont sur notre bassin. On a ensuite l'axe 2 qui est optimiser la disponibilité de l'eau en massifiant la réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc, quand on parle de eaux non conventionnelles, c'est les eaux usées traitées, les eaux de pluie, les eaux grises. Pour les entreprises, ça va être les eaux de process aussi, avec un objectif de 1000 projets de réhud d'ici 2027. Donc, c'est un objectif qui est assez ambitieux, mais comme vous pouvez le savoir, les freins réglementaires liés à ça sont en train de se lever.
et notamment avec la parution du décret pour la réutilisation des eaux usées traitées dans l'industrie agroalimentaire qui va permettre de pouvoir développer des projets de la sorte. Et ensuite, on a l'axe 5 du plan eau qui nous concerne, enfin, moins directement, mais c'est la mise à jour du guide national des restrictions sécheresse. Donc, nous arrivons à la fin de la première partie dédiée aux éléments de contexte et de cadrage de notre 12e programme. Et nous avons, donc pour cette partie, déjà préparé une première question. Et comme je vous le disais, il y a un petit quiz tout au long de ce webinaire. Donc, pour vous parler de la notion de bon état, donc on a vu l'état de nos masses d'eau, voilà, on n'a pas encore atteint et on est encore un peu loin de l'objectif que nous a fixé la directive 4 sur l'eau en 2000. Mais parmi les masses d'eau du bassin, certaines qui ne sont pas au bon état sont sur le point de passer au bon état ou sont proches du bon état. Et donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de répondre à la question, d'après vous, finalement, quelle est la part de nos masses d'eau sur le bassin qui sont proches de passer au bon état. Donc, sachant qu'on disait tout à l'heure, ou on ne l'a peut-être pas dit, 24% de nos masses d'eau ne sont pas au bon état. Donc, d'après vous, quelle est la part restante de ces masses d'eau qui pourraient prochainement, on va dire, passer au bon état? On va attendre quelques minutes là, que tout le monde réponde. Pas tout le monde ici, mais voilà, ceux qui souhaitent. C'est bon? Donc, on voit que les gens sont indécis entre 10% et 20%. Donc, finalement, c'est bien 10% de nos masses d'eau qui pourraient passer au bon état, qui sont proches du bon état. Donc, sur lesquels, finalement, l'agence met beaucoup d'efforts, évidemment, puisque notre objectif est bien l'atteinte du bon état de nos masses d'eau. Et ben, on vous propose de passer à la partie suivante. Aujourd'hui, parce qu'on avait prévu des animations. Donc, comme vous l'annoncez tout à l'heure, Amélie, dans le déroulé du webinaire, maintenant qu'on a parlé des éléments de cadrage, des éléments de contexte, donc avec toute la notion de bon état, avant de rentrer vraiment dans le détail des modalités par dispositif, on voulait vous partager les grands principes de la politique d'aide en faveur des entreprises qui sont communs, que vous ayez un projet de réduction des pollutions ou un projet, par exemple, de réduction des besoins en eau. Alors, quelques rappels, et puis on va dire, c'est pas une nouveauté, puisqu'en fait, dans le document du 12e programme, vous avez donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, les fiches actions qui vous détaillent vraiment les modalités par typologie de projet, mais vous avez aussi les règles générales et qui s'adossent là du coup à toutes les thématiques de l'agence. Donc, au 11e programme, on avait déjà ces seuils qui existaient. Donc, on a un montant minimal d'aide qui doit être supérieur à 3 000 €, sauf pour les actions de sensibilisation et communication, puisque souvent on est en deçà, et donc du coup, on bloquerait ce type de financement. On avait aussi un montant de travaux minimal, alors qui était de mémoire 8 000 €, qui est passé dans le cadre du 12e à 10 000 € pour les travaux et à 5 000 € pour les études. Dans la continuité du 11e programme, toujours une règle qui reste, qui est que l'agence ne finance pas les projets qui ont un arrêté de mise en demeure et dont l'échéance a expiré. Comme vous l'expliquait Amélie, dans le 12e programme, on a des enjeux, on a des objectifs, on s'est fixé des cibles à atteindre et on reviendra dessus plus en détail en fonction des différents dispositifs. Et on va devoir rendre compte, en effet, à nos administrateurs de l'atteinte ou non de ces cibles. Donc, c'est pour cela que dans les règles générales, on demande à ce qu'il y ait des résultats qui soient significatifs et mesurables. Et donc, il n'y aura pas d'aide au remplacement sans amélioration notable des performances. Donc, par exemple, on ne va pas financer du remplacement à l'identique.
On finance des opérations collectives pour des travaux qui sont à faible impact ou à petite échelle, et notamment, ça peut être intéressant pour les artisans, plutôt que de solliciter l'agence de l'eau pour un petit projet qui pourrait d'ailleurs être en deçà des seuils qu'on vient de vous présenter. On a des opérations collectives qui s'organisent, par exemple, avec les chambres de métiers de l'artisanat, avec les CCI ou avec les fédérations professionnelles. On en a déjà financé au cours du 11e programme. Ça a quand même bien fonctionné. Donc, on continue à encourager cela pour tout ce qui est économie d'eau et réduction des pollutions toxiques. Bon, les moyens de mesure nécessaires, ça, j'en ai parlé, hein, c'est logique si on veut vérifier les résultats significatifs et mesurables. Et on souhaite également que les travaux aidés soient sur la base d'une étude d'impact. Alors, dès lors, en fait, que vous nous sollicitez pour un projet de réduction des pollutions, que ce soit pollution plutôt classique, macropolluant ou micropolluant, et pour de la réutilisation des eaux usées traitées, l'Agence de l'eau a mis ou va mettre en ligne des guides pour vous aider, notamment les bureaux d'études, à réaliser ces études d'impact pour qu'on puisse juger de l'efficience du projet et du non-impact ou de l'impact non négatif sur le milieu. Et on privilégie les solutions de réduction à la source. Aucune aide n'est accordée à la création ou au transfert d'établissements, ni même dans les bâtiments neufs pour les économies d'eau. C'est logique, sinon on ne peut pas justifier d'une économie d'eau. Amélie, vous parlez tout à l'heure des taux qui ont été adoptés dans le cadre du 12e programme, avec en mettant un petit point, on va dire, d'alerte sur le fait que ce sont des taux maximum, puisque en tant qu'activité économique, on est soumis, l'Agence de l'eau, à un encadrement européen des aides d'État qui fixe des règles, en fait. Et pour certaines de ces règles, on ne peut pas faire comme on veut. Alors, on s'adosse, nous, à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur 2 régimes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que c'est un peu compliqué. Et puis, je pense que voilà, le principe, c'est que vous sachiez en fait qu'il y a un encadrement, que ça existe. Pour le premier, le règlement général d'exemption, en fait, c'est des taux d'aide qui sont limités en fonction de la nature de votre projet et de la taille de votre entreprise. Donc là, on vous a mis avec Amélie un tableau qui vous donne les taux max qui peuvent être octroyés en fonction si c'est des études ou des travaux d'infiltration végétalisée des eaux pluviales. Alors, à savoir que ça, ce sont des taux maximum, toute aide publique confondue. Donc, par exemple, si là, le régime vous autorise à ce qu'on octroie jusqu'à 70% d'aide pour une étude, même si l'Agence de l'eau, dans son 12e programme, n'apporte que 50%, pour autant, ça vous laisse une place, entre guillemets, pour avoir 20% de plus d'autres financeurs publics. Et ensuite, on a un second régime qui s'appelle le règlement de minimis, qui lui est plus simple à mettre en œuvre. Il n'y a pas de taux d'aide limité en fonction de la nature du projet ou de la taille de l'entreprise. Mais la règle est que les financeurs publics ne peuvent octroyer que 300 000 € d'aide sur 3 ans. Et donc, ça, c'est toute aide publique confondue. Et donc, vous avez déjà dû voir, si vous avez déjà déposé une demande d'aide à l'agence, ou demain, quand vous déposerez une demande d'aide, qu'on vous demande justement, on appelle ça l'attestation de minimis, et il faut nous indiquer si vous avez déjà perçu pour d'autres projets et des financeurs autres que l'agence, des aides au titre de ce régime. Et pour les sites qui sont soumis à la directive IED, donc je pense que vous êtes plusieurs à être concernés, l'Agence de l'eau ne pourra aider que la part de votre projet qui permet d'aller au-delà de la norme qui est indiquée dans la directive IED. Alors là, on vous a mis la carte du zonage aide à finalité régionale, qui est une nouveauté en effet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient en effet, nous, d'adopter notre 12e programme, mais on est sur un nouveau régime d'aide européen qui a été mis à jour en 2024 et qui offre aujourd'hui cette possibilité pour les industriels qui sont dans ce zonage d'avoir une bonification de 5 points supplémentaires au taux qu'on vous a présenté précédemment.
Donc ça, cette carte, Amélie, elle sera peut-être... Oui, on pourra la mettre en On pourra la mettre disposition sur notre site sur le internet site avec internet. la liste des communes Oui, voilà. concernées. Enfin, ce sera plus simple. Plus simple que de voir sur la carte parce qu'on a des petites zones un peu bleues des fois. Voilà, après, je te laisse. Oui, alors c'était une dernière diapo pour vous dire, vous redonner un peu les grands principes et de vous dire que encore plus qu'au 11e programme, au 12e programme, on va privilégier les actions de premier niveau. Quand on dit actions de premier niveau, on veut dire les actions qui sont souvent plus durables, moins énergivores, moins coûteuses, qui présentent moins de risques de dysfonctionnement dans le temps. Donc, c'est le cas sur les différentes thématiques d'intervention, hein, les différents champs sur lesquels on va pouvoir vous aider. Par exemple, sur le volet pollution, on va privilégier la réduction à la source à la réduction par traitement. Sur le volet économie d'eau, on va privilégier toutes les actions de sobriété, de réduction des besoins en eau par rapport aux actions de recyclage, réutilisation. Et sur le pluvial, on va privilégier l'infiltration végétalisée par rapport à l'infiltration sur des zones grises qui apporteraient moins en termes de biodiversité. Ça, on va y revenir hein, dans les différents thématiques tout à l'heure, mais c'est pour vous redonner le grand principe hein, sur lequel on s'appuie. Donc, on a prévu donc, un premier temps de réponse aux questions. En regardant un peu les questions que l'on a, je vois qu'on a plusieurs questions sur les opérations collectives hein, auxquelles certaines sont répondues par nos collègues, notamment pour savoir si on attribue les mêmes types d'aides dans le cas d'une opération, quand les actions sont réalisées dans le cadre d'une opération collective ou non. Oui, c'est le cas. On va y revenir, on apporte une aide pour l'animation de l'opération collective, mais quand on est sur des actions d'études ou de travaux réalisés grâce à cette opération collective, ce sont les mêmes modalités qui s'appliquent. J'ai vu une autre question aussi pour savoir si on pouvait subventionner les études d'impact dont tu as parlé, Julie. Oui, évidemment, pareil, on y reviendra aussi sur les différents taux d'aide, mais ces études-là sont demandées et aidées par l'agence. Alors, il y a une personne qui nous demande les coordonnées des chambres des métiers de l'artisanat et des CCI qui ont déjà mis en place des actions collectives. Alors, je vois que vous êtes du Grand Poitiers, ce que je vous invite, alors, vous verrez tout à la fin du diaporama, on va vous mettre vos interlocuteurs dans nos délégations régionales sur le bassin. Alors, n'hésitez pas à aller vers eux. Après, un retour qu'on peut aussi vous donner, et on aura tout à l'heure un exemple, vous verrez. Je pense que beaucoup connaissent le programme Ecodo qui a été mis en place initialement par la CCI du Morbihan à l'échelle du département du Morbihan, qui a très bien fonctionné et qui s'est maintenant régionalisé à l'échelle de la Bretagne et qui est en faveur des entreprises, tout type d'entreprises, mais aussi des entreprises du tourisme. Et en fait, ils ont mis, vous tapez sur Internet Ecodo, CCI, et vous avez accès à leur site où il y a beaucoup de fiches retour d'expérience et un guide notamment. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur les zones AFR et savoir si c'était applicable sur les petits consommateurs. En fait, le zonage, il est géographique, peu importe la taille de l'acteur. Après, on l'utilisera quand on va passer, pour entrer un peu dans les détails, par le régime RGEC. Quand on est dans le régime des minimis, les taux d'aide sont plus favorables encore que le zonage AFR. Donc, on n'aura pas besoin d'utiliser ce zonage-là. Oui, pour faire simple. Alors, qu'est-ce qu'une zone grise? On va y revenir aussi tout à l'heure sur les aides pluviales. Il y aura aussi une présentation de notre collègue jeudi après-midi sur les aides aux pluviales, encore en un peu plus détaillé, mais en gros, c'est toutes les zones qui permettent d'infiltrer les eaux pluviales, mais qui ne sont pas végétalisées, donc qui n'apportent rien ou presque rien du point de vue de la biodiversité. Par exemple, les parkings drainants pour les industriels, il y en a qui peuvent mettre ça en place au niveau des parkings. C'est ça. Où trouver les conditions. Donc, vous verrez aussi en fin de diaporama, on vous mettra des liens vers le site internet de l'agence avec les liens vers le programme, etc. Et donc, vous pouvez retrouver tout ça en fait dans le 12e programme.
Alors, qui est apte à fournir une attestation de minimis? Donc, je vois que mon collègue a répondu. L'attestation vous sera proposée lorsque vous irez sur notre outil de gestion des aides. Vous aurez un formulaire à compléter à ce moment-là pour nous dire que vous attestez que vous n'avez pas reçu plus de 300 000 euros d'aide sur 3 ans au titre de ce régime-là. Ah oui. Donc, sur les autorisations sur les arrêtés, pas autorisations, arrêtés de mise en demeure, il y a une question pour savoir plus d'aide pour les études et les travaux. Ah oui, c'est pour toute typologie, c'est pour tous les projets. Bon, en règle générale, moi, j'ai jamais vu d'arrêté de mise en demeure. Enfin, souvent, en fait, vous pouvez avoir une mise en demeure d'améliorer la situation via des travaux. Donc, ça peut être il peut y avoir une étude préalable. Mais sachez en fait que c'est pas parce que vous avez une mise en demeure qu'on va plus du tout vous aider. Alors ça peut être, on le précise, parce que c'est vrai que vous pouvez être des groupes industriels qui sont connectés et vous avez peut-être des sites industriels sur différents bassins et différentes agences de l'eau. Donc ça diffère d'une agence de l'eau à une autre. Nous, en fait, si vous avez une mise en demeure, on pourra quand même financer les études et les travaux dès lors qu'on n'est pas à la date d'échéance qui est fixée dans votre mise en demeure. Donc, si par exemple la DREAL vous met en demeure de faire ceci, vous avez un délai d'1 an, dans ce délai-là, on pourra vous aider pour votre projet. Du coup, je vous propose de passer à la séquence suivante. De toute façon, on aura 2 autres séances de réponses aux questions. Et nos collègues sont là pour répondre également à vos questions. Dès qu'on a réussi à remettre en ligne le diaporama. C'est bon. Voilà. Donc, on va passer à la partie dédiée aux modalités d'aide à la réduction des rejets, donc à l'enjeu lutte contre la pollution. Il s'appelle dans notre 12e programme « La qualité des eaux en luttant contre les pollutions de toutes origines ». Donc là, on est dans l'un des 7 enjeux dont je vous parlais en introduction. Cet enjeu est subdivisé en 2 sous-enjeux. Nous, on va s'intéresser plus particulièrement aux sous-enjeux les pollutions d'origine domestique et d'origine industrielle et artisanale, auxquels correspondent 4 objectifs différents sur lesquels, qui nous intéressent tous les 4 aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais en introduction, à chacun de ces objectifs correspondent des cibles. Alors, par exemple, sur l'objectif dédié à la lutte contre les micropolluants, l'objectif 1, l'objectif, c'est vraiment d'aller nous démarcher les industriels qu'on va identifier comme prioritaires vis-à-vis des micropolluants sur nos 6 années de programme. Sur l'objectif macropolluant, on s'est donné un objectif de 80%, et sur l'objectif pluvial, là, tout acteur confondu, on a l'objectif de déconnecter 4 millions de mètres carrés de surface imperméable. Et puis là, je vous mets le lien avec les fiches actions, les modalités dans lesquelles, les fiches actions dans lesquelles vous pouvez retrouver les modalités d'aide dont on va parler. Mais pour commencer cette partie-là, je vous propose de visionner un film réalisé chez un industriel qui ne se trouve pas sur le bassin Loire-Bretagne, mais sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui s'appelle Teinture et Impression de Lyon. Qui a réalisé un certain nombre d'actions qui auraient pu être aidées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne si ça avait lieu sur notre bassin, puisque à la fois ils mettent en place une technologie plus performante, vous allez le voir, qui permet de moins consommer d'eau, mais aussi moins de produits polluants et toxiques pour les milieux récepteurs. Ils ont été subventionnés par l'agence de l'eau RMC pour mettre en place une nouvelle station d'épuration et se déconnecter du réseau de la collectivité. Et enfin, vous allez voir, ils utilisent des bioessais pour suivre la qualité de leurs eaux rejetées. Donc, je trouvais que c'était un exemple intéressant. C'est Actu Environnement qui a mis en ligne ce film. Basée à Villefranche-sur-Saône, proche de Lyon, l'entreprise TIL est aujourd'hui un des leaders français de l'impression à jet d'encre sur textile, une technologie moderne. Donc quand j'ai démarré le métier il y a 20 ans, on imprimait uniquement avec des machines à imprimer de type rotatif. Donc en comparaison avec la photographie, on serait dans l'analogique par rapport au numérique aujourd'hui. On a totalement abandonné l'impression avec des cadres rotatifs parce que c'était une impression très gourmande en hommes, très gourmande en énergie et en eau. Des millions d'euros ont été investis dans l'achat de nouvelles machines.
Le passage à l'impression jet d'encre a permis de diviser par 2 la consommation d'eau, de 600 000 à 300 000 mètres cubes par an. De l'eau, en grande partie utilisée dans cette machine pour nettoyer le tissu après impression. De tout le process, c'est la machine sur laquelle aujourd'hui, cette machine à elle toute seule va représenter entre 40 et 50% de l'eau qui est consommée par heure sur le site. L'eau de lavage est ensuite chargée de divers produits chimiques. Avant d'être rejetée dans la Saône, elle doit être traitée. Avec des normes qui se sont renforcées, l'entreprise ne peut plus envoyer ses eaux usées à la station d'épuration de la commune. Elle a donc investi dans sa propre unité d'épuration pour éliminer ces divers polluants. De la soude, de l'acide, des choses assez classiques, des colorants. Mais les colorants, une grande partie reste sur le tissu, environ 60%. Donc ce qui arrive dans la steppe, c'est relativement peu. Il y a essentiellement de l'azote sous forme d'urée et il faut éliminer cet azote que l'on élimine par le procédé biologique. Et puis ensuite, il y a un procédé chimique pour éliminer les bactéries et les autres molécules. Dernièrement, l'usine s'est équipée d'un système qui permet de surveiller la qualité de l'eau qui sort de la station d'épuration. Un système qui fonctionne avec des organismes vivants. Donc on voit ici un panneau sur lequel on a 16 radix, des petits escargots d'eau. Sur le panneau vertical à gauche ici, nous avons des sangsues, 16 individus aussi. Et là sur le bas, des gamards, des petites crevettes d'eau. Et donc ces 48 organismes vont être exposés en permanence à l'eau qui vient de la station d'épuration avec un flux d'eau continu. Et en présence de micropolluants, ils vont sortir dans leur état de léthargie parce que l'eau ne va pas leur convenir et ils vont l'exprimer par des mouvements qui vont changer et un comportement de fuite que les caméras qui sont en face de chacun des panneaux vont pouvoir filmer et analyser en temps réel de manière à ce qu'en quelques minutes, on puisse avertir l'exploitant qu'il y a un problème de micropolluants sur l'eau et ainsi agir et mettre en place des mesures pour éviter de relâcher dans la Saône qui se trouve juste derrière des quantités anormales de micropolluants. Investissement dans de nouvelles machines plus performantes, dans une station d'épuration et un système de surveillance pour gérer la qualité de l'eau rejetée dans le milieu naturel. L'usine a su réduire son impact environnemental et rester compétitive. Voilà, j'ajoute juste que donc sur les 10 dernières années, c'est plus de 4 millions d'euros d'investissement qui ont été faits par cette entreprise en faveur de la ressource en eau et que l'agence de l'eau RMC les a accompagnés à hauteur de 2 millions d'euros d'aide quand même. Donc, on passe ensuite au principe propre à la partie réduction des pollutions, principe d'intervention. Donc, pour vous dire que nous n'aidons que les études et les travaux qui sont réalisés par un prestataire extérieur, que nous avons, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des cibles de priorité. C'était déjà le cas au 11e programme. On les appelle les établissements prioritaires industriels. Donc, on en avait vis-à-vis des rejets en macropolluants, des CO, carbone, azote. Et la nouveauté pour le 12e programme phosphore, évidemment, c'est d'avoir aussi des priorités micropolluants. Pour votre information, ce sont des priorités qu'on a co-définies, enfin on a travaillé avec les services de l'État pour définir ces priorités micropolluants. Ensuite, vous dire que pour les industriels raccordés à une station d'épuration gérée par une collectivité, on ne peut pas accorder d'aide, soit à la collectivité, soit à l'industriel d'ailleurs, si ces effluents représentent plus de 50% des effluents qui arrivent à la collectivité, ou si la collectivité reçoit plus de 70% d'effluents industriels, ceci pour inciter à la gestion des eaux usées sur le site des entreprises lorsqu'elles représentent la majorité des effluents sur l'ensemble de l'agglomération. Une nouveauté également, et qui est à noter, c'est que pour prendre en compte l'enjeu énergie dans nos modalités, ça a été une volonté de notre conseil d'administration, on va
pouvoir attribuer plus 5 points d'aide supplémentaires dans la limite des contraintes de l'encadrement communautaire qu'on a vu tout à l'heure, mais on va pouvoir attribuer 5 points d'aide supplémentaires aux actions de réduction de la pollution qui seraient synonymes d'économie d'énergie. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Et donc, la priorité est donnée, une priorité est donnée aux établissements industriels prioritaires, on le disait, qui bénéficient de taux majorés lorsqu'ils ont signé avec l'agence un accord industriel pour l'eau. C'est en rouge parce que c'est également nouveau. Ça entre en fait dans la politique territoriale. Si vous avez suivi le webinaire d'hier, la nouvelle politique territoriale qu'a mise en œuvre l'Agence de l'eau pour le 12e programme. Donc, c'est l'un des outils, l'accord industriel pour l'eau, dont on va vous reparler en fin de webinaire. Je vous ai mis la carte sur cette diapositive qui, on va dire, place les établissements prioritaires industriels, qui soient macro ou micro-polluants, sur notre bassin. Je devance tout de suite la question. En fait, ces listes seront mises en ligne, on va dire, d'ici quelques jours, quelques semaines, sur notre site Internet, pour ceux qui souhaitent les connaître. Et les établissements concernés seront évidemment, si ce n'est pas déjà le cas, on prendra contact avec eux pour leur donner davantage d'explications. Donc, en termes de modalités d'aide proprement dites, l'agence peut accompagner toutes les études comme elle le faisait au 11e programme, qui sont favorables qui préparent un projet de réduction des pollutions, un projet de travaux, donc des études d'avant-projet, d'acceptabilité du milieu récepteur, on en parlait tout à l'heure, des études diagnostiques, ça peut être aussi des essais pilotes pour tester de nouvelles technologies, donc à hauteur de 50% maximum. Parmi les actions de premier niveau qui permettent de réduire les rejets, donc tout d'abord les actions de réduction à la source des pollutions, l'agence peut aller jusqu'à 70%, qu'on soit sur la réduction des macro ou des micropolluants. Avant, ce 70% était réservé aux micropolluants, on l'a ouvert aux macropolluants. Donc, quand on dit réduction à la source, ça comprend un ensemble d'actions qui peut aller du remplacement d'équipements. On a par exemple aidé certaines centrales nucléaires de notre bassin à remplacer leurs condenseurs en laiton pour éviter des rejets de cuivre et de zinc dans la Loire. Ça peut être de l'ajustement des nettoyages, la modification de process pour permettre la production de produits moins polluants. Je pense toujours à l'exemple de la boule au but qu'on a vu tout à l'heure dans le film. Dans les actions de premier niveau, on met aussi de réduction des pollutions, on met aussi toute l'infiltration des eaux pluviales, puisque en fait, si l'eau est infiltrée, c'est des eaux qui ne se retrouvent pas dans le réseau unitaire et donc qui évitent des débordements par temps de pluie. Et donc, les actions d'infiltration végétalisée sont aidées au taux de 50% dans la limite d'un montant plafond de 60 € par mètre carré déconnectif. Ce sont vraiment toutes ces actions-là, les actions de premier niveau qu'on va encourager en priorité. Mais évidemment, ces actions ne suffisent pas forcément. Et donc, l'agence continue, comme au 11e programme, à accompagner toutes les actions de traitement, que ce soit du renforcement de traitement ou la mise en place d'un nouveau traitement, sous réserve qu'on soit bien sur comme l'a dit Julie, sur une amélioration de la situation qui se mesure en kilos de pollution évitée au milieu entre la situation avant travaux et après travaux. Entre dans ces actions-là tout ce qui est traitement par rejet zéro, mais également tout ce qui est traitement des eaux pluviales qui ruissellent sur des aires de travail, qui sont considérées comme des effluents finalement, puisqu'ils sont pollués par exemple, des matières, des produits finis qui seraient stockés sur des zones. On a un film là-dessus tourné sur la Société nantaise de galvanisation. Il y a des pièces galvanisées qui sont stockées et par temps de pluie entraînent des rejets de zinc. Donc, on a financé une station de traitement des eaux pluviales sur ce site-là. Quand on parle de rejet zéro, j'en profite pour dire qu'évidemment, ce traitement par rejet zéro entraîne généralement de fortes économies d'eau également. J'ai en tête notamment une entreprise spécialisée dans le laquage de tôle, de barres d'alu, que l'on accompagne actuellement, on est en train de les accompagner et qui vont réduire jusqu'à 21 000 m3 par an leur volume d'eau utilisé, faisant passer en fait le ratio d'eau
utiliser de 3,6 mètres cubes d'eau par mètre carré de surface laquée à 0,06. Donc, ça améliore considérablement la situation. Et là, par exemple, pour vous donner un exemple, on les accompagne sur un projet de 840 000 € à hauteur de 50%. Enfin, donc encore sur les actions de deuxième niveau, on a toutes les autres actions qui sont concomitantes, on va dire, qui accompagnent les actions qu'on vient de citer. Par exemple, la mise en place de réseaux, de bassins de stockage d'eau usée traitée, mais aussi le traitement de paramètres qui ne sont pas considérés comme macropolluants ou micropolluants, tels que les chlorures, ou même on a inclus la possibilité dans le 12e programme d'aider des entreprises à réduire des rejets qui seraient impactants de par la température des eaux rejetées. Donc ça, c'est une nouveauté. On peut, dans des cas particuliers, aussi aider la réduction des pollutions accidentelles dans le cadre d'accords industriels pour l'eau ou d'opérations collectives. Donc tout ceci que dans ce cadre-là. Que dans ce cadre-là, je précise, à 25%. Donc toujours bonifiable de 5 points si économie d'énergie. Et enfin, dans les actions de deuxième niveau, on en parlait tout à l'heure, c'est toute l'infiltration sur des structures qu'on appelle en zone grise. Il y a mon collègue des eaux pluviales qui est à côté. Donc tous les enrobés drainants, les chaussées à structure réservoir, voilà, sont aidés au taux de 25%. On arrive donc à la deuxième question du quiz que l'on vous a organisé. Pour finaliser sur l'acceptabilité du biorécepteur. Modalité d'aide de lutte contre les pollutions. Donc, deuxième question du quiz, avant de rentrer dans le volet, on va dire, quantitatif et les économies d'eau. Alors, il y a quelques années, on a financé la mise en place d'une station d'épuration chez un très gros industriel qui est sur notre bassin. Qui avait pour capacité de traiter, alors je ne vais pas vous donner les kilogrammes de DCO par jour, mais pour que ce soit plus représentatif, la pollution qu'il traitait, c'était l'équivalent de la ville de Poitiers. Les habitants de la ville de Poitiers, voilà, c'est ça. Alors, sauf que cet industriel, comme certains on a sur notre bassin, rejette dans un tout petit cours d'eau avec un débit qui peut être inférieur à 0,1 m3 par seconde en période estivale à l'étiage. Donc là, on touche encore du doigt la notion d'acceptabilité du milieu et justement l'exigence qu'on peut avoir parfois vis-à-vis de la qualité des rejets en fonction de la capacité du cours d'eau à accepter ou pas cette pollution. Alors, pour évaluer ce que représentent les rejets sur un petit cours d'eau, on va les comparer aux rejets des habitants d'une ville comme Orléans. Donc, c'est à peu près 300 000 habitants, Orléans. Donc, on a pris cet exemple parce que le siège de l'agence de l'eau est à Orléans. Et qui rejette sur le fleuve, la Loire, donc là avec un débit beaucoup plus important puisqu'on est à 34 m3 par seconde. À votre avis, à traitement équivalent, par combien de fois faudrait-il multiplier les habitants d'une ville comme Orléans pour que l'impact exercé sur la Loire soit équivalente au rejet de cet industriel sur ce petit ruisseau? Oui, la question est dure. C'est la question la plus dure. Il en fallait une. Juste pour vous dire, c'est brutal, mais ça arrive très souvent. On a beaucoup de cas d'industriels qui se sont installés il y a une centaine d'années en pleine campagne sur des tout petits cours d'eau et qui se voient en difficulté pour accroître leur production en raison de la faible capacité du myorécepteur à accepter les rejets. Donc, c'est une situation qu'on rencontre souvent. Mais qui peut être problématique du coup maintenant avec les épisodes aussi, avec le dérèglement climatique, avec les épisodes de sécheresse, avec la baisse des débits des cours d'eau, où en fait, ces industriels-là se retrouvent des fois au max de la capacité de traitement qu'ils peuvent mettre en place, mais pour autant, le cours d'eau est toujours très dégradé. Donc, effectivement, vous avez raison. Il faudrait multiplier par 230 fois les habitants de la ville d'Orléans pour avoir l'impact sur la Loire équivalent à ce que cet industriel représente sur ce cours d'eau. Alors, encore une fois, on a financé une station d'épuration qui, je l'espère, fonctionne bien et qui pallie à ce problème, mais c'est pour vous donner l'exemple de l'effort à fournir par l'industriel sur ces eaux à traiter avant rejet. Pour rendre les rejets acceptables. On va passer au temps de questions, au deuxième temps de réponse aux questions sur le volet pollution, puis après on rentrera dans les modalités d'économie d'eau.
Donc, il y a une question sur la rétention des eaux d'extinction d'incendie. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on accompagne si, en fait, il n'y a pas d'intérêt pour le milieu récepteur. Nous, on va aider, par exemple, des bassins de stockage d'eau usée traitée. Si, par exemple, on sait qu'en période d'étiage, donc là où les eaux sont les plus basses dans le cours d'eau, il y a un impact de ces rejets. Et donc, on va, pour aider à temporiser le rejet de ces effluents, on peut aider la mise en place d'un bassin, mais pas spécifiquement pour lutter contre les incendies. Alors, on a une question, mais alors du coup, c'est vrai que je n'ai pas fait attention quand est-ce qu'arrivait la question, savoir si on a connaissance d'un autre dispositif pour les entreprises en dessous de ce seuil en Pays de la Loire. Je pense que vous devez parler des seuils de montant d'aide. Non, je ne pense pas. Non, je ne sais pas. Il faudrait peut-être reformuler la question. Ah, c'est pour les opérations collectives, pour les. D'accord. Oui, parce que dans le cadre, oui, quand j'expliquais le programme Ecodo, en effet, c'était à destination des entreprises, qui étaient ciblées de plus de 100 000 mètres cubes par an. Mais en fait, ça, c'était le principe d'Ecodo Bretagne. On a d'autres CCI, notamment dans le Puy-de-Dôme, qui ont mis en place des opérations collectives similaires. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un seuil où il doit être moindre. Mais je vous invite, on pourra faire des retours d'expérience sur notre site, mais je vous invite à demander à vos contacts en délégation territoriale pour avoir un peu plus de détails. Alors, par rapport à la notion d'accord industriel, on va en reparler tout à l'heure, donc je vous propose on va avancer tout à l'heure dans la présentation, puis on y reviendra. Donc, comment sont appréciées les réductions de consommation d'énergie? On a eu un peu cette question-là lors des rencontres de l'eau qu'on a faites en présentiel. Donc, c'est une nouveauté pour nous. Ce qu'on compte faire, c'est de demander en fait relever en fait des consommations énergétiques avant, après travaux. Donc, c'est vraiment comme pour nos aides à la réduction des pollutions, aux économies d'eau, c'est sur justificatif qu'on accordera ces points de bonus, évidemment. Toujours un peu sur le même principe. S'il n'y a pas trop d'autres questions, parce que je vois que nos collègues sont efficaces à vous répondre, on va passer à la partie suivante. À la partie suivante, on va revenir sur le diaporama. Donc, c'est une partie que va vous présenter Julie sur les modalités d'aide à la réduction aux économies d'eau et la réduction des prélèvements. Alors, donc, comme vous l'explicitez Amélie en début de webinaire, autour des 7 enjeux qui structurent notre programme d'intervention. Donc là, on est sur l'enjeu gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau qui se décline en 4 objectifs. Un objectif qui est de renforcer la résilience des milieux en développant les solutions fondées sur la nature, donc les solutions dites vertes, dont fait partie la gestion intégrée des eaux pluviales avec les solutions vertes que vous a détaillé tout à l'heure Amélie. Moi, je vais vous faire un focus plus particulier sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les économies d'eau et la réduction des prélèvements, qui est un des objectifs de cet enjeu. Et ensuite, on a 2 autres objectifs qui se déclinent de façon plutôt, d'un point de vue, on va dire, gouvernance, avec le partage des prélèvements entre les différents usages et l'accompagnement du retour à l'équilibre dans les territoires en déficit quantitatif. Donc, sur l'objectif d'accélérer les économies d'eau et de réduire les prélèvements, on a donc fixé aussi une cible, comme pour la réduction des pollutions, qui est de réduire les prélèvements de 1,8 million de mètres cubes par an. Donc ça ne concerne pas, rassurez-vous, que les projets portés par des industriels, c'est aussi, ça concerne également les projets qui peuvent être portés par les collectivités. On vous a remis, pas le lien, le nom, en fait, si vous voulez en savoir un petit peu plus de ce que je vais vous expliciter. Tout cela est détaillé dans la fiche K1 du 12e programme. Mais avant de commencer, comme tout à l'heure, avec Amélie sur la réduction des pollutions, on souhaitait aussi vous faire un petit retour d'expérience en images. Alors, d'un film qui n'est pas
sur notre territoire. En fait, on a fait plusieurs films sur le bassin Loire-Bretagne qu'on a déjà diffusés régulièrement lors de nos webinaires 11e programme. Et voilà, pour ne pas faire redite, pour ceux qui sont connectés régulièrement à nos webinaires, on a cherché d'autres films et ça vient de la série À la source. Vous avez peut-être vu, c'était il y a 2 ans, des petits courts-métrages qui passaient sur les chaînes de France Télévisions sur différentes thématiques. Retrouvez À la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources. Comment Retrouvez À la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources. Comment produire du carton avec de l'eau de pluie? À Wardrek, la cartonnerie Gondardenne produit chaque année 250 millions de mètres carrés de carton ondulé. Responsable énergie et environnement, Bertrand Legrand travaille à diminuer la consommation d'eau de l'usine. L'usine prélève 609 000 m3 d'eau dans le canal et dans un forage, qu'elle recycle déjà en totalité, 0 rejet depuis 1992. Elle veut aller plus loin. La pluie déjà récupérée depuis 1/3 des surfaces de toiture et de la voirie de l'usine le sera bientôt sur la totalité, soit sur 17 hectares. Les travaux ont démarré en 2022. Lorsqu'ils seront achevés fin 2023, 125 000 m3 d'eau pluviale entreront dans le process industriel. L'utilisation de l'eau de pluie est une alternative pour économiser notre ressource en eau. C'était À la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources. Alors voilà, vous montrer ce petit retour d'expérience qui est plutôt intéressant parce que là, on est en plus sur de la récupération d'eau de pluie. C'est vrai que vous, en tant qu'industriel, vous avez des surfaces de toiture qui sont quand même assez importantes et qui peuvent vous permettre de récupérer une quantité d'eau importante pour des besoins qui ne nécessitent pas forcément de l'eau potable. Je vais vous partager le diaporama et on va rentrer plus en détail dans les modalités d'aide aux économies d'eau. Alors, voilà, les grands principes d'aide aux économies d'eau, on demande, mais ça, je pense que voilà, en règle générale, dans le domaine industriel, c'est quand même fait, on va dire régulièrement, vous avez plutôt ça en tête. Dès lors, en fait, que vous faites une étude préalable ou diagnostique, est-ce que dans votre étude, il y a une démarche plutôt globale sur l'aspect quantitatif, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu toutes les solutions qui sont possibles sur le site. C'est déjà faire un état des lieux des choses qui sont déjà faites et des choses qui restent à faire en termes de sobriété, c'est-à-dire est-ce que je peux encore réduire ma dépendance à l'eau et moins consommer d'eau par rapport à mon activité, et ensuite envisager d'autres solutions alternatives comme le film qu'on a vu tout à l'heure avec de la récupération d'eau de pluie par exemple ou de la réutilisation des eaux usées traitées. En parlant de réutilisation des eaux usées traitées, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, on demande à ce qu'il y ait une étude d'impact milieu qui soit réalisée pour tous ces projets-là, qui s'appuie donc sur un guide qui va paraître bientôt sur le site internet de l'agence et qui pourra vous aider à réaliser ces études d'impact. Nouveauté du 12e programme, pour toutes les opérations de réduction des prélèvements de plus de 100 000 m3 par an, on vous demandera une copie du porté à connaissance du projet au service de l'État. Et là, voilà, la priorité sera donnée aux établissements industriels qui sont situés en zone de répartition des eaux. Donc ça, cette priorité-là sera mobilisée en cas de tension financière au cours du 2e programme. On ne va pas l'appliquer là au fil de l'eau, on va dire, ce sera que si on est en tension financière. Alors, comme l'expliquait tout à l'heure en préambule dans les grands principes Amélie, donc là, on a des actions donc, de premier niveau qui sont dites les actions sans regret. Donc, ça concerne les études de réduction des besoins en eau. Donc, voir comment on peut abaisser sa dépendance à l'eau, moins consommer en produisant autant, voire plus, c'est-à-dire, donc, du coup, pour vous, abaisser votre ratio en fonction de votre unité de production. Donc, ces études-là peuvent être accompagnées par l'agence jusqu'à 70%.
toujours dans la limite de l'encadrement européen des aides d'État. Donc, on peut vous accompagner, par exemple, pour financer les plans de sobriété hydrique, faire une cartographie, une étude avec une cartographie de vos consommations qui pourra aussi intégrer de l'équipement. On a beaucoup d'industriels qui nous sollicitent pour poser en fait des sous-compteurs pour pouvoir mieux suivre les consommations d'eau en fonction de vos ateliers de production et puis pouvoir du coup agir en se disant bah là sur cet atelier-là on consomme beaucoup, c'est peut-être pas normal par rapport à ce qui peut se faire par ailleurs où ça peut vous permettre aussi de détecter des fuites qui peuvent ne pas être anodines, surtout sur des grands sites industriels où des fois on a aussi des sites qui sont avec des réseaux un peu vétustes et des fuites qu'on peut ne pas soupçonner puisque c'est en dessous en fait de votre usine. Et bien sûr, ça, vous le savez bien, on accompagne aussi toutes les études d'avant-projet. Sont accompagnés aussi à hauteur de 70% tous les travaux qui peuvent découler de ces études. Donc, ça va être par exemple de la mise en place d'une technologie qui fonctionne avec moins ou pas d'eau, donc qui va vous permettre de moins consommer d'eau. Ça va pouvoir être aussi de la modification de protocoles et de pratiques de nettoyage avec la mise en place de NEP. On a des retours d'expérience et notamment là, vous voyez là sur le tableau l'exemple de Baillet et Candia. Quand demain les diaporamas seront disponibles sur notre site, en fait, ce sont des liens, donc vous avez accès aux vidéos pour pouvoir visualiser ce qui s'est fait, ce qu'on a subventionné en mettant des choses en place de ce type. Et ensuite, on a les actions donc, de second niveau qui sont du coup aidées à taux moindre, à un taux prioritaire, mais moins, puisqu'on considère que la priorité des priorités déjà, c'est d'agir sur la sobriété, d'abaisser sa dépendance à l'eau, avant d'envisager dans un second temps tout ce qui, on va dire, être plutôt de la substitution du recyclage d'eau de process ou de la réutilisation d'eau usée traitée ou d'eau de pluie. Donc, ça peut être par la mise en place de boucles de recyclage, récupérer l'eau de pluie comme on l'a vu tout à l'heure, en déconnectant la surverse au réseau, donc en l'infiltrant directement dans les parties végétalisées autour de votre site industriel. Et tout ça, on peut l'accompagner à hauteur de 50% dans la limite d'un coût plafond de 60 € par mètre cube d'eau substitué. Donc là, l'exemple de projet qu'on vous a mis, on l'a vu tout à l'heure sur la toute première vidéo qu'on a présentée, c'est l'exemple des sirops Monin qui a mis en place de la réutilisation des eaux usées traitées. On passe à une petite partie en termes de diapos dédiée aux aides que l'agence propose pour mobiliser les acteurs, des aides à l'animation et à la communication, pour encourager ensuite des actions portées par toute entreprise. Donc d'abord, pour vous dire que l'agence renouvelle sa politique de soutien à la mise en place d'opérations collectives, alors que ces opérations collectives soient dédiées à réduire les émissions dispersées de micropolluants ou à réduire des besoins en eau, faire des petites économies d'eau, puisque l'objectif des opérations collectives, c'est bien d'aider des petites opérations qui, si elles étaient réalisées toutes seules, n'auraient pas d'impact mesurable ou très peu quantifiable, alors que l'ensemble va avoir un impact plus significatif. Donc, ces opérations-là sont animées soit par des syndicats, des fédérations professionnelles, mais peuvent l'être aussi par des chambres consulaires à l'échelle d'une région tout entière, par exemple. Donc, on va dire que c'est modulable. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces opérations collectives sont conditionnées doivent être basées sur une étude préalable qui permet d'évaluer les enjeux environnementaux, soit du territoire, soit du secteur d'activité ciblé par l'opération collective, en quantifiant les impacts qui sont générés par ces activités et donc les effets que l'on peut en attendre. Et ensuite, il y a une feuille de route en fait qui est signée entre l'agence, qui est convenue, on va dire, entre l'agence et le porteur de l'opération et qui cadre le travail sur plusieurs années, sur 3 ans. Pour se donner des objectifs, des indicateurs de suivi et puis les livrables qu'on en attend. Donc, comme 11e programme, ces opérations peuvent être aidées à hauteur, donc l'animation, ces opérations peuvent être aidées
à hauteur de 50%, avec une assiette à retenir qu'on calcule suivant que l'animation soit en régie ou réalisée par un prestataire extérieur. Et donc, je rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, que les actions concrètes de travaux d'études dans les entreprises qui découlent de ces opérations sont aidées aux mêmes modalités que celles qu'on a présentées précédemment. Donc, à côté de ces opérations collectives, donc dédiées aux actions, on a un petit peu de mal avec le diaporama, aux actions, on va dire, à faible impact qu'on cherche à regrouper, la diapositive va venir. La nouveauté du 12e programme, c'est la mise en place d'accords industriels pour l'eau. Donc, comme je vous le disais, ça s'inscrit dans une nouvelle politique d'animation territoriale qu'a développé l'agence avec la mise en place d'un outil unique. Alors, ça s'appelle accord de territoire, mais pour nous, pour la thématique activité économique, on appellera ça accord industriel pour l'eau. Donc, sur la thématique activité économique non agricole, on va chercher vraiment à signer ces accords avec des industriels, d'ailleurs, plus souvent des groupes qui ont des sites prioritaires, identifiés comme prioritaires sur notre bassin. Alors, on parlait des établissements prioritaires industriels tout à l'heure, c'est ceux-là. Ces industriels qui ont des sites EPI, comme on les appelle, ou si ce sont des cibles du plan. Donc, avec ces gens-là, on va chercher à signer des accords pour se fixer ensemble un programme d'action, à se mettre d'accord, qu'on pourrait accompagner, tout parti, suivant les typologies d'action en faveur de la ressource en eau qui sont envisagées et nos modalités d'aide. Et donc, c'est un programme d'action qui va être fixé sur 3 ans, à l'issue duquel des objectifs doivent être atteints, que l'on se fixerait ensemble. Donc ça, c'est une nouveauté du 12e programme. Ça peut donner droit, et notamment sur la partie réduction des pollutions, à des bonifications d'aide, sur la partie traitement des macropolluants et traitement des micropolluants. Si l'industriel est prioritaire vis-à-vis de ces rejets-là, on va l'aider un peu plus encore à réduire ces pollutions. Et puis, au cas par cas, des aides complémentaires pourront être négociées dans le cadre de cet accord, comme des déplafonnements ou des éligibilités d'actions qui ne seraient pas éligibles dans le cadre classique. On parlait des pollutions, des actions de prévention des pollutions accidentelles tout à l'heure, ou d'actions d'animation en faveur du changement de pratique, notamment sur la partie écodo. On voit qu'avec les entreprises, que tout ce qui est changement des pratiques en interne, donc management, on va dire, des équipes, du changement de pratique, apporte beaucoup en termes d'économie d'eau, peut apporter beaucoup. D'ailleurs, on vient sur la 3e et dernière question du quiz, et on a un exemple justement sur cette thématique économie d'eau à vous présenter. C'est une entreprise qu'on est allé visiter il y a quelques semaines de cela, qui s'appelle Groix et Nature, qui a engagé, notamment suite à la sécheresse 2022, l'île de Groix a été fortement touchée par des restrictions de sécheresse, tout un programme d'économie d'eau et j'allais dire d'action de sobriété, donc vraiment la réduction des besoins en eau, ce qu'on cherche à viser en priorité, à aider en priorité. Donc c'est des actions du type sensibilisation, changement de pratique, mise en place d'équipements de nettoyage innovants à l'air et à l'eau, modification des barèmes de stérilisation dans le cadre de leur process. Et donc toutes ces actions-là ont permis de réduire considérablement, ça va être à vous de me le dire, l'eau utilisée sur le site. Donc en 2021, alors qu'ils utilisaient encore 1,9 litres d'eau par unité produite, c'est toutes sortes de petits pots de rillettes, etc. Par unité produite, ils utilisaient 1,9 litres d'eau. Et donc, en seulement 3 ans, grâce à toutes ces actions de sobriété, on vous laisse deviner de combien ils ont pu diminuer ces consommations d'eau. Donc, je précise, mais Julie en parlait tout à l'heure, que cette entreprise a été accompagnée par la CCI du Morbihan, puis maintenant, dans le cadre du programme Ecodo, qui est étendu maintenant à la région Bretagne, et qui est soutenue, cette démarche-là, qui a été soutenue au 11e programme par l'Agence de l'eau. Donc, on va clôturer le sondage.
vous proposez moins 40% et c'est la bonne réponse. Hein, c'est de moins 40%. Par ses seules actions de sobriété, l'entreprise a réussi de réduire de moins 40%. Zéro faute. Hein. Voilà. Sur les 3 questions, du coup. La première, je ne sais plus trop, mais les 2 dernières, zéro faute en tout cas. Donc, on arrive à notre 3e temps de réponse aux questions. Et donc, on va découvrir aussi en même temps que vous les questions que vous nous avez posées. Moi, j'avais noté, mais je crois que Vanessa a apporté déjà une première réponse, y a-t-il un lien avec l'ADEME? Alors, je voulais juste dire que les agences de l'eau ont signé un partenariat avec l'ADEME il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans de cela, et qui va être renouvelé normalement là sous peu, à partir de 2025, hein, justement dans l'objectif de mieux faire coïncider nos enjeux de l'eau et l'enjeu énergie. Donc oui, on communique avec l'ADEME sur ce qu'on initie et inversement d'ailleurs, et on mène des projets en commun. Et au cours du 12e programme, on espère développer cette collaboration, notamment sur l'attribution de notre bonus énergétique, effectivement. On va prendre les questions dans l'ordre, là. Alors, le programme d'intervention prévoit une subvention pour la réduction des prélèvements, tout ce que je vous ai explicité, oui, tout à l'heure, avec un coût plafond de 60 € par mètre cube d'eau substitué. Comment savoir si notre projet permet d'atteindre le coût plafond? Alors, d'une part, c'est la première question. Et la seconde question, ces montants sont-ils dans la limite du taux plafond, donc 40% pour les grandes entreprises? Donc oui, si vous êtes une grande, je réponds à la deuxième question. Si vous êtes une grande entreprise et que vous êtes soumis au règlement européen, enfin, au règlement général d'exemption, oui, c'est bien 40% pour les grandes entreprises. Et pour savoir si votre projet vous permet d'atteindre le coût plafond ou pas, il faut qu'en fait vous quantifiez, enfin, il faut que vous nous donniez l'objectif d'économie, c'est pas de l'économie, de réduction des prélèvements, l'objectif de substitution de votre projet pour qu'on puisse voir si on atteint ou pas ce coût plafond et si on applique le coût plafond dans le calcul de votre aide. Donc, d'ailleurs, Amélie le disait tout à l'heure, hein, mais je pense c'est important qu'on réinsiste aussi sur le fait que dès lors, en fait, que vous sollicitez l'agence pour des travaux, que ce soit pour de la réduction des pollutions ou de la réduction des prélèvements besoins en eau, il faut que vous engagiez vers un objectif de résultat qui sera vérifié au solde du dossier. Est-ce que les entreprises ont droit à des aides pour la gestion intégrée des eaux pluviales? On est peut-être passé un peu vite tout à l'heure, mais oui, on disait que le taux était plus favorable quand on était sur des actions d'infiltration végétalisée des eaux pluviales. Donc oui, on peut les aider et même quand on utilise ce fameux règlement général d'exemption par catégorie, la nouvelle version, la nouvelle mouture nous permet d'aller sur des taux d'aide plus élevés que sur la réduction des pollutions ou des économies d'eau classiques, on va dire. Donc oui, on vous invite à nous solliciter sur ces actions-là également. Alors, une autre question sur l'économie d'eau. Est-ce que la simple pose de compteur peut être aidée? Alors, oui et non. Alors, on peut vous financer de la pose de compteur, sous-compteur ou de compteur de télé-relève, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça aille un petit peu plus loin, c'est-à-dire que en même temps que cette pose de compteur, vous établissiez une étude un peu diagnostique, un état des lieux, et que vous puissiez cartographier du coup les usages au sein de votre entreprise et éventuellement, dans cette étude, décliner un plan d'action pour pouvoir faire des économies d'eau. Donc, on demandera derrière à ce qu'il y ait une petite étude quand même qui soit réalisée, pas que de la pose de compteur simplement. Alors, par animation en régie, hein, c'est peut-être un abus de langage, on entend animation en interne. En fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si c'est une fédération professionnelle qui fait une opération collective, on pourra payer de l'animation au sein de cette fédération professionnelle ou au sein de la CCI. Alors là, on a une question d'un syndicat. Alors, c'est plutôt côté collectivité. Est-ce que des EPCI sont éligibles aux actions collectives pour engager, par exemple, un plan d'économie d'eau à l'échelle des communes, des bâtiments publics? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous étiez connectés ce matin, on a présenté le volet eau potable, économie d'eau, plutôt à destination des collectivités ce matin. Et tout ce que je vous présente là en termes d'économie d'eau, c'est les mêmes conditions pour les collectivités et on engage très fortement, en effet, les collectivités à monter des actions collectives.
Susciter de l'eau issue du réseau public par de l'eau de pluie s'inscrit dans le niveau 1 ou le niveau 2. Enfin, je viens de passer la question. C'est de la substitution d'ailleurs, comme votre question l'indique. C'est du remplacement d'eau par une eau, donc on est dans le niveau 2. On n'est pas dans la réduction du besoin en eau. Donc, finançable à 50% avec ce coût plafond de 60 € par mètre cube d'eau économisé. Accord industriel pour l'eau, qui fait quoi? Ce sont les délégations de l'agence de l'eau qui sont proactives, ou les industriels, je pense. Ça peut être les deux, en fait, ça peut être dans les deux sens. Je pense que pour certains industriels, les collègues vont venir, vont taper à votre porte et vous proposer peut-être un accord. Dans d'autres cas, ce sera, et on en a, des industriels qui peuvent nous démarcher, mais c'est vrai qu'on va chercher à signer ces accords avec nos priorités. Le but n'est pas de signer un accord avec tous les industriels du bassin Loire-Bretagne. Oui. Le but, c'est pas de démultiplier les accords sur tout le bassin. Déjà, on va se concentrer sur les établissements qui sont prioritaires. Et en effet, nos collègues en délégation reviendront vers vous. Et après, c'est une co-construction entre l'agence et l'industriel ou le groupe industriel concerné pour identifier les enjeux, les axes, etc. Alors, ça, c'est peut-être un peu... Non, ça, on a déjà répondu. Y a-t-il un minimum d'économie en termes de mètres cubes? Oui, il y a une question qui nous demande s'il y a un minimum d'économie en termes de mètres cubes pour les investissements. Alors, pas pas à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. En effet, je pense que vous posez peut-être la question parce que d'autres agences de l'eau, dans leur modalité d'aide, ont des seuils minimums. Nous, c'est pas le cas. Nous, c'est des seuils d'aide minimum, ce que vous avez présenté, de travaux minimum, pas en termes d'objectifs. Alors, pouvez-vous rappeler le lien entre les futurs accords de territoire et accords industriels pour l'eau? Alors, c'est la même chose, sauf que pour les entreprises, on a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir modifier la terminologie de ces accords. Mais derrière, c'est le même outil, c'est l'accord de territoire. Sauf qu'en discutant entre nous et les administrateurs, on fait aussi la même remarque lorsqu'on leur a présenté les accords de territoire. C'était pas parlant le terme accord de territoire pour des industriels, parce qu'on est sur un site souvent ou sur un groupe, mais pas sur un territoire comme à l'échelle d'un SAGE. Alors, quels sont les macropolluants concernés? On est sur le carbone, l'azote, le phosphore essentiellement. Concernant les accords industriels, Attends, il faut que tu descendes. Il y a beaucoup de questions. On nous dit descendre. Je suis désolée, il y a beaucoup de questions qu'on essaye de regarder en même temps. La liste des EPI n'est pas encore sur le site internet de l'agence, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, elle le sera incessamment sous peu. J'allais dire, ne vous inquiétez pas, elle sera mise en ligne. Je pense que là, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. On a essayé de regarder. On a essayé de répondre au mieux à l'oral. Et voilà. Après, nos collègues, de toute façon, on va terminer par la partie information complémentaire qu'on se devait de vous donner si vous ne les avez pas déjà eues. Déjà, pour vous dire qu'on a un nouvel outil de gestion des aides qui est entré en service le 10 janvier dernier, qui s'appelle Rivage. Donc, c'est plus l'outil démarche simplifiée, mais c'est bien le nouvel outil Rivage qui est commun à 4 agences de l'eau, même si ce sont bien 4 outils différents, 4 comptes différents que vous aurez si vous avez à travailler sur Rivage avec ces 4 agences de l'eau, mais on est sur la même interface, on va dire, ce qui va simplifier les choses, je pense, quand même, pour les maîtres d'ouvrage. Donc, il est entré en service le 10 janvier dernier. Il est accessible depuis notre site internet. Donc, le Rivage Loire-Bretagne est accessible depuis le site internet de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous pouvez donc créer votre compte. Vous allez recevoir vos identifiants, mots de passe par la poste. Et ensuite, vous pourrez déposer vos demandes d'aide. Notez que pour toutes les aides aux entreprises, il vous faudra passer par la thématique 5. Alors peut-être que ça ne vous dit rien pour l'instant, mais vous aurez plusieurs thématiques au choix et toutes les aides aux entreprises qu'on a présentées aujourd'hui sont accessibles par la thématique 5. Et notamment les économies d'eau, parce que demain, quand vous irez sur Rivage, vous verrez, il y a plusieurs thématiques dans Rivage. Et il y a une thématique qui s'appelle préservation de la ressource en eau, préservation de l'eau potable, sécurisation, économie d'eau.
Mais cette thématique, en fait, concerne plutôt les collectivités. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est tout regrouper dans une même thématique pour vous, pour que l'entrée soit plus simple. Donc, dès lors que c'est des projets de pollution ou réduction des prélèvements, c'est la thématique 5, en effet. Attention, donc les aides accordées avant la fin 2024 continueront à être traitées via l'outil démarche simplifiée, c'est-à-dire que si vous avez des demandes de versement à faire, ces demandes-là s'effectueront via l'outil démarche simplifiée. Autre point, les entreprises qui auraient demandé un accord de démarrage avant la fin de l'année 2024 ou voilà, qui auraient déposé une demande d'aide avant juin 2024, qu'après notre outil était fermé, auront à redéposer leur demande s'ils ont eu un accord de démarrage, hein, ils sont couverts par leur accord de démarrage. Par contre, pour redemander une aide, l'objectif, c'est de demander l'aide avant le 31 mars 2025. Voilà. Dans cette nouvelle activité. Et toutes les informations ont été présentées dans un webinaire qui a eu lieu le 10 janvier au moment du lancement de Rivage. Donc, soit on vous invite à revisionner ce webinaire, ou alors vous pouvez éventuellement assister à une session de rattrapage qui aura lieu ce 7 février après-midi. Oui, vendredi après-midi, voilà. Ce sera le dernier webinaire de cette semaine de Web Rencontre. Donc, on vous invite à y participer si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire au mois de janvier. Et dernière information, comme on vous le disait tout à l'heure, là, on vous a donné des liens pour accéder via notre site Aide et Redevances, donc au document du 12e programme d'intervention, donc le document complet où vous retrouvez justement les stratégies, les règles générales et donc les fiches modalités qui vous concernent. Un lien aussi vers une page d'aide aux activités économiques non agricoles. Alors, si vous cliquez dessus, pour le moment, il n'y a rien entre guillemets dedans parce que cette page est en cours de refonte par notre équipe de la communication. Donc, ça devrait être mis en ligne en début mars, courant mars 2025. Et on vous a mis les liens vers des documents techniques, toujours qui sont sur notre site, mais ça vous permet d'y accéder surtout directement. Donc, vers les guides techniques pour la réalisation des études d'acceptabilité du milieu pour les rejets en macropolluants. Un guide aussi nouveau qui vient de il est en ligne là, qui sera mis en ligne avec la page sur les acteurs économiques non agricoles sur l'acceptabilité du milieu vis-à-vis des rejets en micropolluants. Une page internet qui est dédiée aux ressources techniques et documentaires sur la thématique des micropolluants, qui est commune d'ailleurs aux micropolluants issus des collectivités et des industriels, qu'on avait réalisé avec ma collègue il y a une année et demie de cela. Des fiches retour d'expérience, des vidéos, un certain nombre de vidéos réalisées sur notre bassin. On a choisi de vous laisser, sur lesquelles on a choisi de vous laisser la main pour les revisionner ultérieurement aujourd'hui. Et puis, on vous a remis un lien aussi sur notre site SDAGE qui est dédié aux données du SDAGE et l'état des lieux pour que vous retrouviez les cartes. Alors, celles qu'on vous a présentées, elles sont c'est en avant-première, elles ne sont pas encore en ligne, elles sont en cours de concertation technique, mais vous avez celles du document SDAGE en cours et puis de l'ancien état des lieux. Et puis, un lien aussi vers les informations liées à la réforme des redevances où vous retrouvez le webinaire dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, on en a terminé avec les informations qu'on voulait vous donner aujourd'hui. On vous remercie de votre attention, de la dynamique des questions que vous nous avez posées, qui a rendu l'exercice un peu plus interactif, on va dire. Et on vous met la carte de nos collègues et vos interlocuteurs sur le bassin qui sont dans les territoires et qui répondront à vos questions plus précises sur les projets que vous avez ou que vous envisagez avoir au cours de ce programme d'intervention. Merci beaucoup. Merci à tous.